Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant d'actualité. Comment Vladimir Poutine a pris la décision de se lancer dans une guerre envers l'Ukraine. Cette décision semble être une erreur à ce stade. Les objectifs de guerre de la Russie ne sont pour l'instant pas atteints. Si tant est qu'il y en ait eu. Au lieu de diviser l'Europe, sa décision a plutôt eu tendance à l'unir. Au lieu de se protéger contre l'OTAN, il a ressuscité l'Alliance Atlantique d'entre les morts. Il a affaibli l'économie de son pays, il a causé la mort de milliers de soldats russes. Cette guerre est évidemment une décision désastreuse pour l'Ukraine, une catastrophe pour l'Europe, mais même du point de vue de la Russie, elle semble être après 8 semaines une erreur de jugement sidérante du dirigeant russe. Comment expliquer cette décision en sens social ? Quels enseignements pouvons-nous en tirer dans la gestion des décisions que prend une organisation ? Nous nous baserons pour cette analyse sur les informations ou les hypothèses diffusées dans les médias occidentaux. Nous sommes encore dans le brouillard de l'histoire. La réalité sur ce qui a motivé la décision du président russe ne sera connue que dans plusieurs décennies. Quand les historiens auront pu faire leur travail, quand les témoins de l'histoire auront livré leur version des faits. Il s'agit ici d'une étude de cas à chaud. Il s'agit de voir comment elle illustre les défaillances des processus de décision dans beaucoup d'organisations pyramidales. Quelles sont les étapes d'une décision ? Le recueil d'informations permettant de construire les alternatives du choix, l'analyse ou le traitement de ces informations, la décision en elle-même, la mise en application de la décision. On constate que Poutine s'est probablement basé sur plusieurs hypothèses fausses au moins à court terme. On pourra citer par exemple l'Europe est divisée en déclin, elle ne s'unira pas contre la Russie, l'OTAN est en déliquescence et ne soutiendra pas l'Ukraine, les troupes russes seront accueillies en sauveurs car l'Ukraine et la Russie sont un même pays. Le premier biais dans la décision du dirigeant russe est ce qu'on appelle un biais de storytelling. Vladimir Poutine s'est raconté une histoire sur l'affaiblissement des pays susceptibles de réagir. Il s'est raconté une histoire sur le nationalisme ukrainien. On peut faire l'hypothèse que ce narratif s'est renforcé par un processus d'écoute sélective. Le biais de storytelling nous pousse à donner un sens narratif à des éléments épars et non connectés entre eux. La difficile passation de pouvoir aux États-Unis, l'attaque du Capitole début 2021, on imagine que ces éléments l'ont confirmé dans son histoire de la faiblesse des démocraties. On imagine également que le retrait chaotique de l'Afghanistan a joué un rôle. Il l'a conforté dans l'idée que l'Amérique était redevenue isolationniste. Il s'est dit qu'elle ne s'impliquerait pas ou peu dans le conflit en Europe. De la même manière, la lenteur de prise de décision de l'Europe est rentrée dans son narratif. L'Europe n'est pas unie, n'est pas une puissance, elle n'est pas un interlocuteur pour la Russie. Le biais d'écoute sélective lui a fait ignorer les faits en contradiction avec sa narration. La négociation de la sortie du Brexit a montré que l'Europe était capable de s'unir en cas de crise. De la même manière, la gestion de la crise économique du Covid a montré la capacité de l'Europe à trouver des solutions inédites de solidarité sur le plan financier. Poutine a déclaré ne s'informer qu'à travers les rapports préparés par ses services secrets. Il y a de forts soupçons que ces rapports soient rédigés dans un sens favorable à son narratif. On sait que cette pratique n'est pas étrangère aux services secrets de l'ère soviétique. On sait également que Poutine s'est isolé pendant 2 ans à cause du Covid, avec un contact restreint avec des personnes disposant d'autres sources d'informations. On peut donc dire qu'il y a probablement eu 3 failles dans la phase de recueil d'informations de Poutine. Elles se sont renforcées l'une l'autre. S'informer sur une source unique, des rapports biaisés. Avoir une écoute sélective de ces informations, avoir un biais narratif. Ce dernier a probablement poussé les services préparant ces briefings à sélectionner les informations confortant son biais. C'est ce qui explique à mon sens certaines références surprenantes, comme par exemple le fait que Vladimir Poutine se compare à J.K. Rowling, qu'il compare sa situation à la sienne. Le premier biais dans la décision de Poutine est le biais de l'expérience. Nous avons tous tendance à ramener tout phénomène nouveau à une expérience passée. Cela permet de l'embrasser, mais cette intuition est souvent mauvaise conseillère. Le biais de l'expérience a faussé le jugement du président russe. Il a probablement pris comme référence la guerre de Tchétchénie du début des années 2000, l'intervention russe en Syrie ou la guerre du Donbass de 2014. En juillet 2014, l'armée ukrainienne est mise en déroute par les forces russes mieux entraînées et mieux équipées. Le biais de l'expérience lui a fait ignorer que l'armée ukrainienne se préparait et s'entraînait depuis 8 ans à ce conflit. De la même manière, le succès de l'armée russe en Syrie l'a confirmé dans le fait qu'il s'agissait d'une opération spéciale à portée de son armée régulière. Pourtant, comment comparer la mise sous tutelle d'un pays de 2 millions d'habitants comme la Tchétchénie avec l'Ukraine qui en compte plusieurs dizaines de millions ? Il a complètement sous-estimé la différence de portée, il a complètement sous-évalué la différence de difficulté de ses expériences passées. Dans les décisions stratégiques majeures, il faut toujours se méfier du « c'est comme »,« ce sera comme »,
Lié à ce biais de l'expérience, nous observons bien évidemment un excès de confiance. Généralement, l'excès de confiance porte sur deux axes dans les organisations. L'excès d'optimisme sur les facteurs qui ne dépendent pas de nous et l'erreur en temps et en moyenne dans la planification des projets. Les études empiriques sur les erreurs de planification montrent que 70 à 80% des prévisions de planning sont sous-estimées en temps et en ressources. Il est clair que la Russie se trouve actuellement dans cette situation. Elle a été contrainte de repositionner ses troupes, elle a été contrainte de faire appel à du matériel extérieur en Chine, elle a été contrainte de faire appel à des combattants externes venus de Syrie ou de Tchétchénie. On peut également imaginer qu'un mécanisme d'aversion à la perte a joué dans la décision. Le mécanisme d'aversion à la perte a été découvert par Daniel Kahneman. Il se déroule de la façon suivante. Imaginez qu'on joue à pile ou face. Vous perdez 1 euro et en face vous gagnez une certaine somme. De combien doit être cette somme pour que vous acceptiez de jouer ? La réponse rationnelle serait de 1 euro dans un jeu où il y a 50% de chance. La réponse empirique est en réalité de 2 euros. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Il nous est 2 fois plus douloureux de perdre quelque chose qu'il nous est agréable de gagner cette même chose. Ce principe de psychologie sociale gangrène nos prises de décision au quotidien, mais également la capacité de décision des dirigeants. La première guerre russo-ukrainienne est clairement liée à la révolution pro-européenne de 2014. La guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui semble également liée à l'élection en Ukraine de dirigeants pro-européens et à la prise de distance vis-à-vis de l'oligarque ukrainien pro-russe. Dans l'esprit de Poutine, l'Ukraine appartient à la sphère d'influence russe. La voir s'autodéterminer et se tourner vers l'Occident sont 2 pertes qui faussent son jugement. La prise de décision telle qu'elle est mise en scène par Poutine lui-même pose également problème. Quel spectacle a été montré de son Conseil de sécurité au mois de février ? Poutine est isolé, physiquement et symboliquement, et il prend ses décisions seul sans admettre aucune voix dissonante. Ainsi, le directeur des services secrets de l'époque ne semble pas être au courant de l'attaque sur l'Ukraine. Il se fait d'ailleurs humilier par le dirigeant russe pour son hésitation. Il aurait par la suite été mis en résidence surveillée comme une partie de l'état-major russe. Poutine est devenu un dictateur autoritaire, rien de nouveau sous le soleil. En quoi cela affecte la qualité de ses décisions ? Pour le comprendre, nous pouvons faire un tour par Korean Airlines. Dans les années 90, la compagnie d'avions coréenne disposait de pilotes expérimentés et d'avions flambant neufs. Néanmoins, entre 1989 et 1999, son taux d'accident par million de vols est de 4,79, ce qui fait un taux 17 fois plus élevé que les compagnies occidentales standards sur la même période. Un audit est lancé et que révèle-t-il ? Ces accidents sont causés par une mauvaise communication à l'intérieur du cockpit et ils sont renforcés par une mauvaise entente avec les équipes au sol. Ce problème est principalement dû à un problème de hiérarchie. En Corée, il est très mal vu de contredire un senior. Ainsi, les copilotes n'osent pas contredire ou élever les objections face aux pilotes de ligne plus seniors. Parfois même, ils ne sont pas entendus face aux équipes au sol. Un des principes de la prise de décision en situation risquée et en crise est l'autorité limitée. Tous les intervenants doivent pouvoir prendre la parole, ils doivent pouvoir se contredire, ils doivent pouvoir changer d'avis. C'est d'ailleurs pour cette raison que les crises sont souvent gérées par les gouvernants, par des comités ou des conseils qui permettent de sortir des cadres traditionnels hiérarchiques. Il semble clair que Poutine ne supporte aucun contradicteur, il n'admet aucune voix dissonante dans sa prise de décision. Ce sont pourtant ces avocats du diable qui, s'ils ne sont pas agréables, permettent une meilleure analyse de l'information. L'unanimisme dans les prises de décision stratégiques n'est jamais un bon signe. Que ce soit par autoritarisme comme dans la guerre russo-ukrainienne, ou que ce soit par collégialité quand personne n'ose se contredire. Kissinger nous a raconté la prise de décision du débarquement de la baie des Cochons. Cette décision de l'administration Kennedy a été une erreur majeure de son mandat. Ce que nous raconte Kissinger est que toutes les personnes autour de la table étaient d'accord et ne voulaient pas se contredire les unes les autres. Il y a eu une décision collégiale, unanime, qui toutefois a été une erreur majeure. Cette erreur de gestion de décision n'a pas été reproduite lors de la crise des missiles de Cuba. Kennedy a su mettre en place une dynamique de discussion et de contradiction au sein de son groupe. Avec les nombreux biais auxquels nous sommes soumis, il est très fréquent de commettre des erreurs dans les décisions, y compris dans les grandes organisations type entreprise ou État. L'important est de ne pas persister dans l'erreur. Poutine aurait pu retirer ou revoir son plan initial lorsqu'il s'est avéré qu'il ne se déroulait pas comme prévu. Nous avons pu observer un changement stratégique incertain au bout de 8 semaines et encore. Pourquoi a-t-il persévéré dans l'erreur ? En plus d'être probablement très mal informé sur la réalité du terrain ukrainien, il est probable qu'il soit aux prises avec un biais d'engagement. En effet, plus les pertes sont sévères, plus il est important de se convaincre qu'elles n'ont pas été en vain.
Ce biais de raisonnement explique l'impossibilité pendant 20 ans pour les Américains de sortir de l'Afghanistan ou pendant 8 années de sortir de l'Irak. Nous avons perdu trop de vies pour nous retirer maintenant, disaient les dirigeants américains. Aujourd'hui, Poutine est prisonnier de sa décision. Il n'est d'ailleurs pas anodin que le recentrage des forces russes sur l'est et le sud de l'Ukraine ait été annoncé non par le gouvernement russe mais par l'armée russe. Les biais d'engagement possèdent souvent une composante émotionnelle très forte. Ils sont très difficiles à outrepasser. Très souvent, le biais d'engagement est tel que seul le changement de dirigeant permet d'en sortir. Dans les années 90, Intel se battait sur deux marchés informatiques, les microprocesseurs d'un côté et les mémoires vives de l'autre. Sur ce dernier marché, Intel était fortement concurrencé par les constructeurs asiatiques. Il ne pouvait pourtant se résoudre à quitter ce qui avait fait son succès pendant des années. Il vint un jour où le président de l'entreprise demanda à son numéro 2 « Que ferait un nouveau PDG à ma place ?» Ce dernier répondit sans hésitation qu'il abandonnerait le marché des mémoires vives. Le PDG en a tiré des conclusions. Plutôt que d'attendre d'être remplacé et que le nouveau en vienne à faire ce qu'il devait faire, il a lui-même décidé d'arrêter ce marché. Il a ainsi lancé Intel sur sa période la plus faste de son histoire. Les biais de jugement de Poutine dans sa décision d'entamer un conflit avec l'Ukraine sont nombreux. Ils doivent nous interroger sur la prise de décision dans nos organisations. Bien sûr, peu de dirigeants d'entreprise ou d'État se comportent comme le despote russe. Néanmoins, pour l'avoir vu plus que de raison, nous reproduisons régulièrement ces biais de jugement dans nos décisions. Combien de fois avons-nous ramené une décision à une expérience passée ? Combien de fois ai-je entendu des discours du type « Monsieur, j'ai déjà géré 10 fusions d'entreprise, celle-ci n'est pas différente des autres. » Il faut renverser ce paradigme. J'ai déjà géré 10 fusions d'entreprise. En quoi celle-ci est différente des autres ? Quelle est sa spécificité ? C'est de là dont je dois partir pour ne pas tomber dans le piège de l'expérience. Avez-vous plusieurs sources d'informations dans la prise de décision stratégique ? Une décision d'entreprise, par exemple, peut être analysée du point de vue commercial, financier ou industriel. Pourquoi ne pas demander à chaque direction de faire un mémo risque, force, opportunité sur leur vision de la future décision ? Avez-vous des débats contradictoires dans les prises de décision importantes ? Si tel n'est pas le cas, vous devez vous inquiéter. Olivier Sibony fait le parallèle suivant. Est-ce qu'on accepterait qu'un procès jugeant la liberté d'une personne soit réalisé de la manière suivante ? Le procureur fait une présentation PowerPoint au juge, qui pose 2 ou 3 questions ou a 2 ou 3 objections avant de rendre son avis. Si cette métaphore vous semble absurde, c'est pourtant comme ça que les décisions qui engagent la vie de centaines de collaborateurs, de millions de citoyens sont prises. En tant que leader, avez-vous déjà remercié quelqu'un pour s'être opposé à votre avis dans une réunion ? Pourquoi ne pas créer des comités de décision ad hoc, restreints et diversifiés avec une hiérarchie limitée pour favoriser la prise de décision ? Avez-vous déjà refusé de sortir d'un projet car vous aviez déjà tellement investi dedans ? Utilisez les nouveaux venus pour avoir un effet de décentrage sur vos biais d'engagement.